Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast de finance le plus régulier. Bonjour à tous. Bonjour, ici on parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8 h et ça toujours accompagné d'un bon café. Moi c'est Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest et IQ Bitcoin. Salut Hugo, comment tu vas? Bah écoute, ça va extrêmement bien. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, contrairement à hier où il y avait un déluge. Oui. Là, c'est plutôt correct. Et toi, ça va? Bah, je pense que tu nous as envoyé le temps ici, à mon avis, parce que nous, aujourd'hui, c'est gris à mort. Je pense que là, j'ai le temps de brief d'hier, quoi. Non, sinon, ça va, ça va. Et vous, chers auditeurs, bah, comment allez-vous? Alors, avant de commencer, un petit rappel, hein, Fountain App, c'est l'application qui vous permet de gagner du Bitcoin en nous écoutant et de nous en envoyer en remerciement. Et n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça nous aide Spotify et Apple énormément. Podcast. Tout à fait. Ah, absolument. Tout à fait, c'est très cool. Et encore merci à tous ceux qui nous ont laissé des notes 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast, Spotify. C'est très très cool. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet www.iq-invest.fr où vous trouverez pas mal de ressources mises à votre disposition pour aller un peu plus loin. Et du coup, aujourd'hui, c'est le premier podcast de 2025. C'est le premier podcast de 2025 et de quoi est-ce qu'on va parler, Jean? Eh ben écoutez, on s'est dit avec Hugo, pourquoi pas faire une petite vidéo. On va essayer de faire un podcast, voilà, il va pas durer 8 ans non plus. Pour bien commencer l'année 2025, il y en a qui nous écoutent, qui commencent en bourse depuis pas forcément très longtemps. Donc pourquoi pas faire un petit guide débutant pour le début d'année. Donc même ceux Exactement. qui investissent depuis longtemps, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça va vous intéresser parce que c'est un peu, je pense, hein, aussi la continuité de la dernière vidéo sur les erreurs qu'on a fait en 2024. Voilà, je pense que le but, c'est qu'on commence bien l'année 2025, qu'elle soit en hausse ou en baisse. L'essentiel, c'est qu'on soit rentable et qu'on ait une performance décente. Tout à fait. C'est un peu des conseils qu'on aurait aimé nous savoir à nos débuts quand on a commencé l'investissement en bourse. Euh, pour ma part, j'ai commencé maintenant il y a 2 ans et demi, puisque j'ai commencé en avril 2022. Donc bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans en avril que j'ai commencé à investir. Et donc, c'est des conseils tout simplement que j'aurais aimé me dire à moi-même quand j'ai commencé en bourse. Et toi, ça fait combien de temps que t'as investi? Moi, alors activement, ça fait depuis septembre 2023 où j'ai vraiment, vraiment commencé à me pencher dessus à fond. Et ça fait depuis avril 2024, donc c'est assez récent pour le coup, où j'ai commencé à me pencher vraiment et à faire en fait de l'investissement quality. Avant, c'était un peu décousu, un peu trop même. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est un peu plus récent que toi, mais bon, on a toute une vie d'investisseur devant nous. Autant faire les choses bien dès maintenant. Exactement. Exactement. Bah, du coup, est-ce que tu veux commencer par nous dire un peu ton Ouais. premier conseil Bah que tu écoute, aurais aimé savoir? le premier conseil que j'aurais voulu que l'on me dise, c'est Jean, en fait, oublie ton PEA. Oublie ton PEA et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise, voilà, arrête avec ce PEA. C'est un piège à la Alors, con, entre est-ce que tu guillemets. peux peut-être nous faire une parenthèse de 30 Ouais, secondes sur ce que c'est le PEA, si jamais il y a des gens qui nous ok. écoutent qui ne savent pas? Alors le PEA, c'est un plan d'épargne en action. C'est une carotte fiscale, comme on appelle ça gentiment. Après, c'est très bien, hein, il y en a très peu en France, donc autant en profiter. C'est un plan d'épargne en action. Voilà, donc pendant 5 ans, le but, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'en ouvrir un. Comme ça, vous donnez date et en fait, au bout de 5 ans, vous ne payerez que 17% de cotisation. De mémoire, c'est ça, c'est les Ouais, 15% c'est qui ça. On paye enlèvent. pas l'impôt sur le revenu et on paye Voilà, juste les cotisations sociales de 17,2% ouais, sur les retraits. 17,2%. Donc il y a deux Donc avantages c'est toujours globalement, la réduction de l'impôt quand on a, enfin l'impôt sur les plus-values vu qu'on paye 17,2 au lieu de 30, et le fait que ce soit une enveloppe capitalisante, donc tant qu'il n'y a pas de retrait, ben on paye pas d'impôt en fait. Donc on peut vendre des titres ou voilà. percevoir des dividendes sans payer d'impôt dessus. Enfin en Faut théorie juste parce pas que qu'il y ait de retrait du PEA ouais. à votre compte courant. Voilà. Donc
On rentre un peu dans le sujet. Donc, ouais, pour moi, le PEA, alors, c'est pas un piège à con, ça va être un peu trop dur, mais c'est en fait un énorme biais domestique. Le PEA existe. En fait, il faut partir du principe où c'est pas parce que le PEA existe que je dois investir sur le marché européen. Parce que là, en fait, vraiment, parce que moi, je suis tombé dedans, toi aussi, je pense que tu es tombé dedans. Quand on ouvre un PEA, on a tendance à vouloir collectionner un peu toutes les daubes, et bon, inutile de les citer de nouveau, qui sont présentes sur le marché européen, parce que on a toujours ce biais, voilà, on a 5 ans, il faut qu'on en profite, on va être détaxé d'une quinzaine de pourcents au bout de 5 ans. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise en fait dès le départ, voilà, ouvre ton PEA et surtout, ouvre ton CTO. En gros, le PEA, t'achètes tes ETF plus certaines actions européennes qui sont Oui, exceptionnelles. Alors, parce que ce qu'il voilà. faut préciser, c'est qu'on ne peut acheter que des actions dont le siège social est dans l'Union européenne au sein du PEA. Donc c'est une énorme limitation. C'est une énorme limitation. Moi, ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est genre, t'ouvres ton PEA, t'achètes tes ETF, parce que là, par contre, tu peux acheter des ETF S&P 500, Nasdaq 100, etc. Donc les Parce indices qu'en gros, américains. l'émetteur, voilà, des indices américains, parce que l'émetteur est européen. Donc, vous pourrez acheter tout, quasiment, enfin, une belle partie de chez Amundi ou BNP Paribas, par exemple. Hmm. Donc voilà, t'ouvres ton PEA, t'achètes tes ETF principaux, donc S&P 500, Nasdaq, etc. Plus t'achètes tes actions européennes exceptionnelles. Alors quand je dis des actions européennes exceptionnelles, on va pas les citer, on en a déjà fait des podcasts entiers dessus, mais il y en a pas plus de 10, hein, ASML, Ferrari, LVMH, etc. Voilà, il y en a pas plus de 10 et encore je suis très gentil quand je dis ça. Et ensuite, bah, t'ouvres ton CTO, surtout en même temps que le PEA, t'ouvres ton CTO. Et là, c'est pour du stock picking solide où tu peux trouver ton One Piece, entre guillemets. Je sais pas si vous avez la référence, mais tu peux trouver ton trésor. Tu peux trouver vraiment des actions de très très bonne qualité qui n'ont rien à voir avec celles du marché européen. Mhm. En gros, il faut partir du principe que le PEA, c'est créé par l'État. Et quand c'est créé par l'État, ça nous sert en fait à nous inciter à investir en Europe. Et comme dit Hugo, bah, il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas Tu l'as gratuit. En fait, retenu celle-là. Hein. ah, je l'ai retenu, franchement, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien There aimé, is no free lunch. Il n'y a pas de repas absolument. gratuit. Et en fait, la performance historique, bah, par exemple, de l'Eurostock 600, donc des 600 plus grandes entreprises, est largement inférieure au S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. Tout à fait, et on en parle un peu Et d'ailleurs dans notre précédent podcast sur nos erreurs de 2024, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. là, tu avais sorti tous les chiffres exacts entre différents indices que l'on utilise quotidiennement. Donc oui, avec un PEA, tu payeras moins d'impôts, certes, au bout de 5 ans, si aucune loi ne change d'ici là, mais forcément, si tu payeras moins d'impôts, mais ça sera au détriment de ta performance. À savoir que l'Eurostock 600, depuis 5 ans, donc j'ai marqué 5 ans parce que c'est la détention minimale d'un PEA, c'est 25,34%. Et le S&P 500 depuis 5 ans a fait 91,12%. Donc on n'est pas du tout sur le même type de performance. Donc voilà, je vous incite vraiment à mettre votre PEA un peu de côté et plutôt ouvrir un CTO. En tout cas, ne pas avoir peur du marché international et plus globalement, et plus spécialement du marché américain. Voilà, j'ai rien à rajouter. Si, j'ajoute juste que si le marché français, voire européen, il était attractif, il n'y aurait en aucun cas besoin de créer un livret spécial. Parce que les Ouais. investisseurs seraient automatiquement attirés par l'actif le plus performant. Donc les investisseurs européens iraient directement sur le marché le plus efficient. Et quand il y a un avantage fiscal, quand il y a une carotte fiscale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame dessous. On peut prendre cet exemple dans l'extrême opposé si on va dans le marché immobilier, tout ce qui Le est carotte Pinel. fiscale, les lois Pinel, etc. Voilà, faites attention, si c'était bien, les investisseurs iraient directement Sans sur ces carotte actifs-là. fiscale. Ouais. Sans carotte fiscale, absolument. Tout à fait. Bah, c'est très bien parce que ton premier conseil regroupe un peu mes trois premiers. Je sais pas combien t'en as fait. Toi, t'en as fait.
Moi, j'ai fait 2, 3, 4, mais voilà, 4. Ok, parce que le premier conseil, c'était le plus grand. Le 2, 3 et 4, c'est des plus petits conseils. ok. Moi, j'en ai fait 6, mais ils sont assez courts également. Et mes 3 premiers, on peut les regrouper pour faire le parallèle avec ton premier conseil. Le premier, c'est bien choisir son PEA et son compte titre. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez un PEA, tu vois, j'ai eu le cas récemment avec un abonné que j'ai eu en entretien individuel. Donc je propose sur mon site d'ailleurs, si ça intéresse des gens, des entretiens de 45 minutes, 1 heure, pendant lequel on échange sur votre stratégie d'investissement, vos actions, etc., sans donner de conseils financiers. Je précise, je ne suis pas conseiller financier. Bref, donc cette personne justement avait un PEA d'ouvert, je crois, à la banque, enfin dans la filière banque privée du Crédit Agricole, avec un conseiller, tu vois, un espèce de CGP Crédit Agricole, et du coup il était un peu bloqué avec son PEA chez Crédit Agricole, et il lui prenait des frais, mais c'était monstrueux. En gros, s'il faisait moins de 60 ordres par an, ou de 100 ordres par an, j'ai plus le montant, il payait 200 balles de frais de garde. Monstrueux, monstrueux. Du coup, la première chose à faire, en fait, c'est d'avoir un bon PEA. Donc, oubliez toutes les banques traditionnelles. Si vous voulez un bon PEA, et ça vaut aussi pour le compte titre, hein, moi, je ne peux que vous encourager à aller chez Interactive Brokers, qui propose maintenant le PEA, qui propose aussi le compte titre. Ouvrez au moins un compte titre chez eux, ils sont vraiment top. Vous ne le regretterez pas. Et pour le PEA, pour moi, les 3 meilleurs, personnellement, on a Interactive Broker, donc qui propose maintenant son PEA. Il y a Bourse Direct également, qui a fait des efforts sur l'interface. D'ailleurs, il faut le souligner. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment pas mal hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Par Ouais. rapport à avant, c'est le jour et la nuit en fait. Alors, j'ai pas envie de me jeter des fleurs en disant c'est grâce à moi. Je pense pas, en vrai, je pense même pas qu'ils ont vu ma vidéo, mais dans la vidéo où j'avais dit, tu sais, je change de PH chez Interactive Broker, j'avais dit justement l'interface de Bourse Direct, elle est immonde. Donc, je ne pense pas avoir eu d'influence sur Bourse Direct, mais en tout cas, ils ont dû entendre les retours négatifs concernant leur interface, et surtout, ils ont dû avoir un Oui. peu chaud aux fesses avec le PEA d'Interactive Broker, donc ils se sont peut-être bougés un petit peu pour améliorer tout ça. Donc Bourse Direct également très bien, et Fortuneo également c'est très très bien. Donc Fortuneo, déjà personnellement, c'est la banque en ligne que j'utilise parce qu'elle est exceptionnelle. Il y a 0 frais, le service client est top. Enfin vraiment, c'est une banque que je recommande si vous cherchez une banque en ligne. Et également, donc ils proposent un PEA, et leur PEA est très très bien si jamais vous faites du DCA à moins de 500 euros par mois. Pourquoi? Puisqu'ils ont un ordre par mois en dessous de 500 euros offert. Donc en fait, c'est très simple. Si vous faites du DCA sur du S&P 500 par exemple tous les mois, et que vous mettez 300 ou 400 euros, bah vous allez payer 0 de frais pour un ordre par mois. C'est Donc génial ça. ouais, Fortuneo, c'est très bien. Si vous avez des petits montants en DCA, si vous avez plus de 500 euros par mois, par contre, c'est plus du tout intéressant parce que vous allez payer trop de frais. Donc en dessous de 500 euros, Fortuneo. Au-dessus de 500 euros, je dirais passer direct chez Interactive Broker, c'est bien. Mais si vous êtes allergique à l'anglais, pourquoi pas, Bourse Direct aussi, c'est une bonne alternative. Donc, premier conseil que j'aurais aimé savoir, bien choisir son PEA et son compte titre. Deuxième conseil, et ça rejoint ce que tu disais, pour moi, si tu ne sais pas quoi acheter, achète du S&P 500. C'est vraiment ça, j'aurais aimé le savoir, j'aurais aimé qu'on me l'imprime dans le crâne quand j'ai commencé à investir, parce que du coup j'ai raté quelques points de performance à cause de ça. Donc ne pas acheter de MSCI World, ne pas acheter de MSCI Emerging Market. Pourquoi? Puisque les marchés émergents n'émergent pas, et c'est pour une bonne raison. Et le MSCI World, en fait, c'est un S&P 500 dilué, puisque vous allez avoir en plus dans le MSCI World de l'Europe et du Japon. Donc l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est un continent hyper régulé, vieillissant, avec zéro innovation. Et le Japon, c'est un pays en voie Extinction. en voie d'extinction, qui Ils font plus n'innove de plus bébés, ils veulent plus faire du depuis sexe. exactement, depuis les années 80. Leur population est en déclin, leur monnaie subit une inflation assez inquiétante, et ils ont une dette monstrueuse. Donc voilà, dans le MSCI World, vous avez de l'Europe et du Japon en plus des États-Unis. J'ai envie de vous dire, pourquoi acheter de l'Europe, pourquoi acheter du Japon? Personnellement, je n'y C'est vois surtout que ouais, aucun intérêt. Donc le moi, si je MSCI World, devais, ouais. le MSCI World, il est composé à 70% d'Amérique. Donc Ah, c'est ça, autant en avoir fait, 100% pour d'Amérique, en fait, parce 30% que... pour 30% de plus, c'est pas ça qui va te changer
à la vie, quoi. Autant direct aller sur un S&P Exactement. 500. Et donc, prenez votre S&P 500 sur le PEA, Interactive Broker, Bourse Direct, Fortuneo. Moi, je vous conseille, enfin, je fais pas de conseils, encore une fois, faut le répéter quand même, mais personnellement, j'utilise le ESE, donc ticker ESE, donc le BNP Paribas S&P 500 ETF. Ils ont encore diminué les frais, ils sont passés de 0,15 à 0,12, donc c'est top. Ils ont énormément d'encours, surtout depuis qu'Amundi a fait n'importe quoi avec leur ETF. C'est devenu l'ETF le plus populaire en France depuis qu'Amundi a ruiné son portefeuille avec de l'ESG. C'est celui que j'utilise aussi, hein, le ticker ESE personnellement, Voilà. parce que Et j'ai revendu mon ouais, ETF à Mundi pour l'ESE justement, parce que c'est plus rentable en fait, tout simplement. Et tout puis à la, fait. la part est petite aussi, c'est une trentaine d'euros en ce moment. Donc dès Oui, ça c'est 30 bien. euros, vous pouvez faire une DCA sur, contrairement à du Nasdaq leverage quoi. C'est dès 30 Exactement. euros, tu peux acheter un peu de d'S&P. Tout à fait. Et également, je rajouterais dans ce conseil, si tu sais pas à quoi acheter, achète le S&P 500. Eh ben, reste simple. Reste le plus simple possible. Donc, soit 100% S&P 500. Du coup, tu fais une DCA tous les mois. Voilà, comme tu l'as dit, à partir de 30 euros la part sur le ETF ESE de BNP Paribas. Ou un peu de mix avec un peu de Nasdaq pour ajouter un peu de piment, pour ajouter un peu de tech dans tout ça. Donc 80% S&P 500, 20% Nasdaq. Par exemple, personnellement, j'ai l'ETF PUST, donc le Amundi Nasdaq 100, qui est très bien. Et vous avez aussi le LQQ, donc le Nasdaq Leverage x2, que toi tu affectionnes tout particulièrement. Par contre, lui, il est un peu relou parce que la part est à 1300 euros. Donc forcément, si vous voulez l'acheter, il faut lâcher 1300 euros d'un coup. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est même carrément embêtant. J'aimerais bien qu'il se fasse un petit split. Parce que voilà, c'est le point noir de cet ETF. Mais grosso modo, gardez du 100% US et essayez, même, moi je dirais, si je devais recommencer, tu vois, à zéro mes investissements en bourse, je me dirais, ton PEA, tu le gardes 100% pour les ETF. Tu mets du S&P 500, du Nasdaq, tu t'embêtes pas avec du World et du Emerging Market, parce que moi, comme tout le monde, hein, j'ai commencé 80% World, 20% Emerging Market, enfin, le truc sexy, tu vois, quand tu commences, tu te dis, j'ai envie d'avoir le monde entier. Donc 100% US et mon PEA 100% ETF et toutes les actions tu les achètes sur le compte titre. C'est pas grave si tu achètes des actions européennes sur le compte titre, mais au moins ton PEA tu le maximises sur les ETF, tu le montes à 150K ETF et tout le reste tu le mets sur le compte titre. Parce que 150 000 euros, mine de rien, dans une vie, normalement, vous allez pouvoir les faire sur le PEA. En tout cas, je vous souhaite à tous de pouvoir maxer votre PEA. Et également, ça rejoint donc le troisième conseil, et après je te relaisserai la main pour partir sur ton deuxième conseil. Mais moi, donc c'est se concentrer sur les actions US. Donc tu vois qu'un peu les trois sont liés, puisqu'on a tous tendance à être attirés par le PEA. Donc comme tu l'as dit très bien, Jean, par le PEA et les actions françaises. Et selon moi, c'est une erreur. Si vous devez acheter des actions, concentrez-vous en priorité sur le marché américain. Utilisez votre PEA pour les ETF. Enfin, personnellement, c'est ce que je ferais si je devais recommencer aujourd'hui. J'utiliserais mon PEA que pour les ETF et je mettrais toutes mes actions, même les actions européennes, sur un compte titre. Et en Europe, les actions exceptionnelles, vous en avez concrètement 4. Pour moi, il y en a 4 qui méritent leur place dans un compte titre. Il y a Evolution AB, Hermès. Evolution AB, ça peut prêter à débat, donc personnellement, je l'aime bien, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc Evolution AB, Hermès, ASML et LVMH. Donc ce sont vraiment 4 actions qui sortent du lot en Europe. Tout le reste, vous pouvez grosso modo oublier et concentrez-vous sur le marché européen, parce que par contre sur le marché européen, des actions de qualité qui valent le coup, vous en avez peut-être, je dirais pas une centaine, je dirais peut-être une cinquantaine. Donc il y a déjà beaucoup plus de choix et de diversification là-dedans. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire pour avec tous ces 4 premiers conseils, au moins, vous savez que voilà, faut ouvrir un PEA, ça c'est sûr, au moins pour donner date.
chez un broker qui n'est pas très cher, enfin plutôt qui est bon marché, et surtout ouvrir un CTO en même temps. Voilà, vous ouvrez le PEA en même temps d'ouvrir le CTO. Et ben juste pour étayer un peu ton propos, moi je vais passer au troisième conseil. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Voilà, le deuxième moment, en fait, c'est aujourd'hui. Donc, faut commencer petit, mais faut que tu commences. Tu vois, t'as pas le choix. On est en 2025. Voilà. Même si c'est 20 balles, même si c'est 30 euros, comme on a dit, le ticker ESE, tu peux être investi dans l'Amérique pour 30 balles. Voilà. Tu peux commencer dès début janvier. Tu demandes à mamie une avance, un petit cadeau de ton ami, voilà, pour ton Noël. Tu peux commencer à envoyer un peu. La bourse, c'est du long terme. Tu as toute une vie d'investisseur devant toi. Euh, tu vas connaître des hausses, des baisses, des ascensions et des chutes. Et voilà, je vais pas redire ce que tu as dit, mais voilà, faut commencer simple. Du S&P 500, du Nasdaq, c'est très bien. Tu vas commencer par des petits montants, quelques dizaines d'euros, voilà, pour certains tickers. Et surtout, bah après, une fois que tu as commencé avec le socle, donc ton ETF, et ben tu vas bien te former. Ben, pour 2025, c'est ça. Tu commences avec de l'ETF, tu commences simple, et ensuite tu te formes bien, très très bien, et tu te lances directement dans le stock picking. Enfin, plutôt le stock picking viendra à toi, parce que forcément, c'est humain. Si vous vous intéressez à la bourse, et je pense que si vous nous écoutez, les ETF, vous aimez bien, mais je pense que au vu de la performance de nos deep dives que l'on fait avec Hugo, je pense que le stock picking, ça vous intéresse aussi. Donc, voilà, forcément les ETF, vous en avez en portefeuille, mais le stock picking viendra à vous, quoi qu'il en soit. Le tout, c'est de bien se former dessus. Et pour un peu donner la continuité à ça, donc pour bien se former, moi ce que je peux vous conseiller pour 2025, c'est trouve-toi un pote ou une pote, ah, ça peut être mieux, ça dépend, et Compliqué de trouver pitch. des femmes qui s'intéressent à la bourse. Moi, je sais que j'essaye d'en parler à ma copine, mais c'est pas. Tu pitches tes actions à ta copine? Ouais, ça dure 2 minutes en général. Après, elle me dit c'est bon, stop. Ouais, bah à peu près pareil, je pense que tu le sais, hein. Donc voilà, trouve-toi un pote ou une copine et pitch ce que tu as en portefeuille. Je pense que pour 2025, ça peut être un petit conseil qui est intéressant. En fait, ça va te pousser dans tes retranchements. Et c'est comme ça que tu sauras si tu connais ou pas réellement une action. Par exemple, nous, les deep dive, tu vois, c'est une playlist que l'on fait sur le CAF Rentable, donc sur le podcast où c'est un super exercice parce que c'est vrai que ça demande quand même pas mal de travail en amont parce que faut que tu rentres beaucoup plus en détail que dans une analyse d'action où une analyse d'action doit durer 20-30 minutes maximum. Là, vraiment, le deep dive, il y en a certains qui durent 2 heures. Et d'ailleurs, notre Mhm. meilleure vidéo sur le CAF rentable, c'est un deep dive, celui d'évolution AB. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, euh, ça peut être pas mal si vous voulez, après ce podcast, vous diriger dessus. Mais en tout cas, à la fin, tu connais vraiment la raison de ton achat ou plutôt de ta vente ou de ton non-achat. Enfin, en tout cas, à la fin de ça, tu es fixé. Nous, le deep dive, plusieurs fois, on s'est remis en question. Voilà. Tu vois, par exemple, Nike, à un moment, tu m'en parlais, ah bah peut-être, pourquoi pas ouvrir une position dessus. On a fait le deep dive dessus et en fait, à la fin, bon, bah tu te m'as dit, ouais, non, un deep dive, enfin, Nike, je l'aurais pas en portefeuille, ça m'intéresse pas. Donc, vraiment, de pitcher une action que l'on a en portefeuille, c'est vraiment génial. Mais c'est tout simple, hein. Vous donnez 3 forces, 3 faiblesses. Vous allez expliquer rapidement le business model. Mais voilà, de se forcer un peu, de se pousser dans les retranchements. Tu vas être à l'aise avec ta boîte. Et forcément, bah, tu pourras affronter les baisses et profiter des hausses, enfin profiter des baisses pour plutôt te renforcer. Donc voilà, pour 2025, pitchez vos actions, trouvez-vous un pote, une copine, ce que vous voulez, mais parlez de vos actions. Quand on écoute, tu sais, avec Hugo, enfin, on écoute quand même pas mal de podcasts américains pour le coup. Et ben voilà, à chaque fois, on se dit, mais putain, c'est impressionnant. Tu prends
Après, c'est dans un autre registre, mais tu prends MicroStrategy, tu as Michael Saylor qui pitch le Bitcoin, tu prends Bill Ackman qui te parle de Google pendant 1 heure et demie, tu prends Chris Hohn qui va te parler de la Canadian Pacific Kansas City pendant 1 heure pareil. Et bon, le mec, tu vois qu'il a pas de notes, il connaît l'entreprise par cœur. Et voilà, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est sympa. Nous, en tout cas, sur les deep dives, ça nous aide énormément et c'est très intéressant pour moi comme pour Hugo, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Et tu me fais une excellente transition. On s'est même pas, Ah oui, vraiment. on s'est même pas consulté pour les conseils, mais ils sont bien faits parce que moi, c'est mon donc quatrième conseil du coup, c'est constituer une watchlist. Constituer une watchlist, donc justement, tu l'as dit, pitcher les actions, analyser les actions et ensuite les ajouter à une watchlist. Alors ça peut être via une application ou via tout simplement un fichier sheet. Vous faites un petit Google Sheet avec les noms de vos actions. Vous faites la petite formule Google Finance pour avoir le prix en temps réel. Hein, c'est pas compliqué. Vous allez trouver facilement sur Internet cette formule. Et ben vous faites votre watchlist tout simplement et vous avez donc la liste de toutes les actions que vous avez identifiées comme des actions de qualité qui correspondent à votre test d'investissement, que vous avez analysé, que vous savez et que vous avez potentiellement pitché. Vous connaissez leur business model et vous savez que c'est des actions que vous avez envie d'avoir en watchlist, en portefeuille même potentiellement. Et au moins, cette watchlist vous permettra ensuite de calculer votre prix juste, de savoir sur quel prix est-ce que vous voulez rentrer sur cette position. Et c'est pas grave de ne pas acheter. C'est pas grave de ne pas acheter puisque vous avez votre watchlist. Vous pouvez acheter une fois qu'une opportunité se présente. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, on revient au conseil numéro 2, S&P 500. Si vous ne savez pas quoi acheter, achetez du S&P 500. C'est pas grave de ne pas acheter une action tout le temps. Vous achetez le marché si vous savez pas quoi acheter, si c'est trop cher, tout simplement. Non, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça rejoint aussi le dernier podcast. En soi, je pense que si vous voulez vraiment bien commencer l'année 2025, bon, forcément, il faudra regarder tous les podcasts du CAF Rentable. Ça peut être un bon axe de départ, mais euh, plus sérieusement, vous pouvez écouter terminer ce podcast et écouter celui qu'on a fait la semaine dernière, qui était donc nos erreurs, nos principales erreurs pour 2024. Voilà, je pense que vous serez bien armés pour commencer l'année 2025. En tout cas, c'est ce qu'on Tout à essaye fait, de vous proposer. tout à fait. Bah écoute, moi je reviens à mon deuxième conseil dans l'ordre, qui est tout simplement la diversification. C'est pour celui qui hésite. Bon alors là, avant de me faire C'est beau. découper dans les commentaires, je vais m'expliquer. Il faut être diversifié. C'est très important, les amis, hein. Soyez diversifiés, mais soyez diversifiés correctement. Aujourd'hui, avec la fameuse mondialisation, tu peux être diversifié très largement à partir de 8 actions en portefeuille. Tu vas prendre Apple, L'Oréal par exemple. Il y a de la diversification géographique, il y a de la diversification en devises et il y a de la diversification en produits. Donc pas besoin d'avoir 25 sociétés en portefeuille, pas besoin d'avoir 5 ETF en portefeuille. Tu peux être très très bien diversifié à partir de 8 actions. Si vous prenez les investisseurs value par exemple, qui sont connus pour être très concentrés sur quelques actions en portefeuille, voilà, ils sont très très bien diversifiés Faites seulement l'exercice, avec allez sur le 8 site actions. Dataroma, vous regardez les portefeuilles des super investisseurs, ils sont tous concentrés à moins de 15 positions quasiment. À part Buffett qui en a je sais pas combien, ou il y en a d'autres, il y en a que Rochon aussi qui en a plein, mais la plupart vous Ah allez ouais, voir, il y a toujours une dizaine de lignes, une quinzaine de lignes maximum. c'est ça. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil pour l'année 2025, faites simple, je pense qu'on l'a dit à peu près 40 fois dans ce podcast, et surtout connaissez bien, même très bien, le peu de lignes que vous avez en portefeuille, d'où l'utilité de faire une watchlist, d'où l'utilité de pitcher un peu vos actions. Mais voilà, ça va rejoindre le podcast que l'on avait sur l'investissement quality, quand on avait présenté donc le livre The Quality Growth Investor, Oui, euh, de long equity. de long equity. Vous avez 20 actions en portefeuille maximum, 3 ETF maximum, c'est
très très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que moi, forcément, quand j'ai commencé, je pensais à chaque fois à la fameuse phrase de Warren Buffett, il faut être diversifié, il faut être diversifié, nanani nanana. Faut pas oublier que lui, il a construit son empire sur les bases d'une seule action, hein, c'était l'assureur GECO. Il avait mis tout son argent dedans. Ensuite, il a investi quasiment tout son argent au départ dans Coca-Cola. Et pendant très très longtemps, pendant des années, plus de 50% de son portefeuille, hein, donc la moitié de ses actifs étaient constitués d'Apple. Donc est-ce que forcément, moi je pars du principe où quand on donne des conseils, il faut les appliquer déjà à soi-même. Alors forcément, Papy Buffett, moi je l'adore. Je suis en train de me taper sa biographie on dirait le Nouveau Testament, et il a plus de 1000 pages. Mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et voilà, il soutient Mordicus qu'il faut être diversifié. Papy Buffett, je peux te dire que tu n'étais pas diversifié quand tu as commencé. Euh, voilà, donc moi c'est vraiment ça que je peux vous conseiller. Soyez diversifiés, mais soyez diversifiés correctement. Et bah, comme tu as dit, forcément, s'il n'y a pas d'opportunité, acheter un ETF, ça ira beaucoup plus vite. Tout à fait, effectivement. Et moi, ça rejoint, ça rejoint aussi ensuite mes deux derniers conseils. Donc, être intransigeant sur ses prix d'achat. Donc, personnellement, je sais que c'est dur. Toi comme moi, on a acheté des actions trop chères, puisque bah, C'est on a clair. envie d'acheter. On a envie d'acheter. T'as une entreprise en watchlist, tu te dis purée, elle est super, tu vois le prix qui monte, qui monte, qui monte. Tu te dis si je l'achète pas, je l'achèterai jamais. Allez, je mets une petite Je vais cartouche rater le dessus, même train. si je sais qu'elle est trop chère, je vais rater le train. Bah faut pas. Il faut pas. Et quand les marchés sont hauts, et en ce moment ils sont très hauts. Alors peut-être qu'il y aura un crack entre le moment où on tourne le podcast et le moment où il sort, mais ça m'étonnerait. Mais là, on est fin 2024, on est en décembre 2024, les marchés sont au plus haut, ils vont de record en record, les niveaux de valorisation sont extrêmement élevés. Donc il faut garder la tête froide. Et moi, je vous conseille de toujours vous remémorer que un bon investissement, c'est comme une pièce. Il y a deux faces sur cet investissement. Il y a la qualité de l'investissement et le prix auquel vous l'achetez. Et donc la qualité de l'entreprise et le prix d'achat de votre ligne. Si la qualité n'est pas respectée et que vous achetez pas cher, bah, vous allez avoir quand même un investissement pourri, parce que même si vous achetez, si vous achetez une daube pas chère, ça restera une daube quoi que vous fassiez. Et à l'inverse, si vous achetez une entreprise de qualité trop chère, vous aurez peut-être une entreprise de qualité, mais vous allez avoir une performance pourrie, puisque peut-être que son prix va stagner pendant les 5 prochaines années, ou va ne pas avoir de rendement pendant les 5 prochaines années, tout simplement puisque vous l'avez acheté au plus haut. Il va y avoir une correction, et du coup, vous n'aurez pas vos retours sur investissement. Donc il faut que les deux facteurs soient réunis, la qualité d'entreprise, le prix d'achat. Pensez, idem, ça s'applique à la bourse, ça s'applique aussi à l'immobilier, par exemple, si vous avez déjà fait de l'immobilier, la qualité du bien, l'emplacement du bien, le bien en lui-même, c'est une des premières pièces, enfin la face, une des premières phases de la pièce, mais la deuxième phase, c'est le prix auquel vous l'achetez. Vous avez beau avoir le meilleur appartement du monde, si c'est pour un investissement, si vous l'achetez trop cher, vous serez pas rentable, tout simplement. C'est exactement pareil pour une entreprise en bourse. Et c'est pas parce que le prix des marchés est coté en temps réel et que vous voyez le prix évoluer tous les jours que ça ne s'applique pas. Une entreprise, ça a une valeur intrinsèque. Si vous l'achetez trop cher, ça sera un mauvais investissement, tout simplement. Et donc, à long terme, une Juste, entreprise... oui. ouais, juste, là, on dit ça forcément. Nous, on a pris sur nous-mêmes, mais c'est très très dur. Mais c'est On le extrêmement sait. Ce dur. qu'on ce qu'on est en train de vous dire, c'est très très dur. Je peux vous dire, quand vous passez 3, 4 heures, 4 jours à analyser une action, à donner du temps à cette action, vous avez qu'une envie à la fin, c'est de l'acheter, parce que forcément, vous allez analyser grosso modo une action qui peut vous convenir d'ores et déjà, tu vois. Et je peux vous dire que c'est très dur. Mais il faut se forcer, il faut vraiment se forcer, parce que tu sais, quand tu analyses je sais pas, du Intex, là, c'est ça l'entreprise qui est sympa sur les animaux. Euh, IDEX. IDEX Idex, ouais. Laboratories. Ça, t'as passé du temps à l'analyser dessus, ça t'as un nouveau business model. Enfin, en tout cas, les canassons, tout ça, les animaux, on a du mal à un peu connaître le système. Forcément, c'est un peu dur à chaque fois non, de se dire non, je t'achète pas. Et pourtant, elle coche toutes les cases, mais juste qu'elle est trop chère, en fait, tout simplement. Donc d'attendre, c'est dur. Exactement. C'est extrêmement dur. Et tu sais, on entend souvent que à long terme,
une entreprise exceptionnelle aurait pu s'acheter quasiment à n'importe quel prix. Tu vois, si tu avais acheté il y a 10 ans, j'avais entendu ça plusieurs fois dans des podcasts, notamment c'était Chris Meyer qui disait ça au sujet de Constellation Software, que Constellation Software a longtemps eu la réputation d'être très cher et que en fait tu t'aurais pu l'acheter en 2011-2012 à des niveaux de PE complètement délirants et toujours avoir des retours sur capitaux, enfin des retours sur investissement, pardon, extrêmement intéressants. Et donc grosso modo, le truc c'est que une entreprise exceptionnelle qui a des retours exceptionnels en bourse, globalement tu pourrais l'acheter à n'importe quel prix aujourd'hui, tu auras quand même des retours exceptionnels dans 10-20 ans. Mais le problème de ça, c'est que si l'entreprise que vous achetez n'est pas exceptionnelle et juste bonne, bah vous aurez des mauvais retours sur investissement, tout simplement. Si, oui, vous achetez le prochain Nvidia qui se retrouve à faire un x10, un x100 sur votre ligne dans les 10 prochaines années, tant mieux pour vous, ça sera exceptionnel. Mais si vous avez juste une entreprise de qualité supérieure à la moyenne, elle fera peut-être du 10-12% par an sur les 10 prochaines années, peut-être du 14% par an, peut-être du 16% par an, mais si vous l'achetez trop cher aujourd'hui, ben, vous, peut-être que vous ferez 8 sur la ligne, parce que vous l'aurez acheté à des niveaux de valorisation trop élevés. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la marge de sécurité, c'est-à-dire que si vous achetez la meilleure entreprise du monde, oui, vous pouvez l'acheter à n'importe quel prix, mais vu que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prédire l'avenir, vous ne savez pas si l'entreprise que vous achetez sera la meilleure entreprise du monde ou pas, gardez votre marge de sécurité, c'est à ça que ça sert à protéger vos retours sur investissement, et donc si elle fait juste mieux que la moyenne, mais qu'elle n'est pas dans le top 1%, bah vous serez quand même rentable sur votre investissement. Donc vraiment, ça c'est je pense, quelque chose de très important à garder en tête, et ça rejoint donc mon dernier conseil, parce que alors j'ai un petit conseil bonus après, mais c'est mon dernier conseil, celui-là officiel, c'est que il faut être patient en bourse. Il faut être patient, comme tu l'as dit, c'est dur de ne pas acheter une entreprise quand elle est trop chère. Mais moi, je pense du haut de mes presque 3 ans d'investissement en bourse, c'est court, c'est très court. On a encore énormément de choses à apprendre dans les prochaines années. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue en 3 ans, c'est qu'il y aura toujours une opportunité d'achat intéressante si vous êtes patient sur n'importe quel titre. Si vous avez une action en watchlist, suivez-la tous les trimestres. Vous suivez les annonces de résultats. Vous vérifiez tous les trimestres qu'elle coche toujours votre thèse d'investissement, qu'elle correspond toujours à votre checklist, à ce que vous voulez avoir en portefeuille. Et soyez patient, puisque tôt ou tard, il y aura une opportunité où les marchés vont être pessimistes sur cette action, où les marchés il va y avoir une mauvaise nouvelle, où il va y avoir un crack général sur les marchés, où peu importe, mais le cours de bourse de l'action va chuter en dessous de votre prix juste. Vous aurez votre marge de sécurité, vous pourrez envoyer une cartouche à ce moment-là sur l'action, et vous aurez une opportunité tout simplement. Et je pense honnêtement que n'importe quelle entreprise, tu peux trouver une opportunité tous les 5 ans. Tu prends n'importe quel cours de bourse, tu prends chaque fourchette de 5 ans, tu aurais eu toujours une opportunité pour l'acheter, peu importe l'entreprise. Donc, soyez patient, vous êtes là pour du long terme, vous aurez tôt ou tard une opportunité, et profitez de quand le marché sera pessimiste, soit dans sa globalité parce qu'il y aura eu un crack, soit parce que l'entreprise spécifiquement aura fait des mauvais résultats sur un trimestre, ou elle aura eu des news négatives. On pense, tu vois, en ce moment, exemple parfait, il y a eu des news négatives sur les semi-conducteurs, donc tu as ASML et Amat qui ont fortement chuté depuis leur plus haut. C'est une opportunité d'achat, tout simplement. Et si vous avez toujours confiance dans l'entreprise et sa capacité à générer des profits, et qu'elle correspond toujours à votre thèse d'investissement, eh ben, vous serez l'investisseur patient qui va acheter l'entreprise quand tout le monde la vend. Et c'est là que vous allez faire votre beurre en bourse. Pas mal, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi, Voilà. mais c'est vrai que c'est très dur. C'est extrêmement dur et c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et c'est pour ça que prenez votre temps pour vous former avant de vous lancer dans le stock picking, hein, si c'est pas déjà fait encore aujourd'hui. Voilà, vous avez toute une vie d'investisseur devant vous. Prenez du temps. Tout à fait. Après, vous allez tester, forcément, vous allez vouloir faire un peu de value, un peu de qualité croissance. C'est normal. Je l'ai fait aussi, on l'a fait tous ensemble. Vous allez tomber dans dans des, euh, dans des value traps, dans tout ça. Bon, ça va faire partie du jeu, mais voilà. Ça fait partie de Apprenez la formation. apprenez des erreurs des autres pour ne pas les reproduire. Et vous allez voir que la bourse, c'est vraiment
passionnant et je sais d'ores et déjà que l'année 2025 va être passionnante à analyser. Est-ce qu'il y aura ça se trouve, on va rien acheter en 2025. Enfin, je pense pas, mais bon. De toute façon, il y a deux options pour 2025. Hein. Soit les marchés continuent à monter et ils deviennent encore plus valorisés que ce qu'ils sont aujourd'hui et ça devient n'importe quoi. Soit il y a enfin une correction et on retrouve des niveaux de valorisation plus honnêtes et on a plus d'opportunités. Mais de toute façon, la bourse ne peut aller que dans deux sens, hein, soit en haut, soit en bas. C'est clair. Extrêmement simple. Toi, ça te gênerait pas qu'en 2025 il y ait un gros crash? Non, ça me gênerait pas. Alors, ça me ferait chier parce que je vais te dire pourquoi ça me ferait chier. Parce qu'à chaque fois, je suis partagé dans le fait de mettre une petite épargne crack de côté où je me dis, allez, je mets 10 000 balles en cash sur mon compte titre, tu vois, par exemple, et ces 10 000 balles, j'y touche pas et j'investis que s'il y a un crack. Et t'es toujours partagé entre le truc de te dire, oui, mais il faut être investi, il faut avoir le moins de cash possible, et oui, mais s'il y a un crack, j'ai aussi envie d'envoyer une grosse cartouche d'un coup, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas, à part mon épargne de précaution, tu vois, j'ai pas de cash. J'ai pas de cash, donc s'il y a un crack demain, est-ce que je balance mon épargne de précaution en bourse, tu vois? Non, Alors, faut pas. Faut pas. Honnêtement, je serais tenté de le faire, mais faut pas. Oui, Mais faut pas. je serais Mais énormément on verra le tenté de moment le venu. faire. On verra le moment venu. Donc voilà, d'un côté, ça me ferait plaisir parce qu'on pourrait enfin profiter des soldes et acheter des titres. Moi, j'ai déjà des titres dans le viseur sur lesquels je veux me renforcer, tu vois, s'il y a un crack parce que j'ai pas pu suffisamment, genre MSCI demain elle prend moins 20, moins 30%, mais... C'est exactement l'action que j'avais en tête. C'était MSCI, pareil. S'il y a une action que je veux acheter en 2025 et mais vraiment à des niveaux de valorisation attirants, c'est vraiment cette action, tu vois. MSCI, Ouais. c'est C'est fort monstrueux. MSCI, hein. C'est extrêmement fort. Donc voilà, je serais à la fois content et à la fois un peu frustré de pas pouvoir mettre plus, mais bon, je pense comme tout le monde. Hein. Absolument. Voilà. Et toi? Qu'est-ce que tu ferais s'il y a un crack en 2025? Tu sais, j'ai des gros projets pour 2025 et la banque, elle me demande quand même pas mal d'argent. Elle me Mais demande ce quand même serait pas mal intéressant qu'on d'argent. fasse un podcast dessus une fois que ça sera Oui, concrétisé, parce qu'il y a aussi business hein, dans les sujets du CAC il y a aussi rentable. business. Mais faut pas en parler tant que ça se fait pas, sinon ça porte la poisse. Moi, je suis un peu Exactement. superstitieux sur les bords, mais c'est vrai que la banque demande quand même pas mal d'argent, donc mais oui, mais il faudra qu'on en fasse un podcast. Ça pourrait être marrant de parler de business, des niveaux de marge, etc. dans d'autres secteurs, hein, Faire une complètement un analyse, un secteur, deep dive, un deep dive, ça serait excellent. ça serait énorme. Ça serait énorme. Ça serait excellent. Ah, mais même sur IQ Invest, hein, ça serait excellent. Un deep dive sur IQ Invest, ça me ferait rire. Euh, Non, moi 2025, alors j'ai une épargne de précaution qui est pas destinée à l'achat prévu pour 2025, mais très honnêtement, s'il y a un gros crash, je la casse. Tu la fous en bourse? Oui, je la fous en bourse. Là, j'ai Je pense que 24 moi ans, au bout aussi. d'un moment, je retourne vivre chez mes parents, sans aucune pitié. Hein. Je pense que moi aussi, et je vais te dire pourquoi, parce que comme toi, j'estime être jeune, tu vois, j'ai pas spécifiquement aujourd'hui de risque majeur. En fait, j'ai pas d'enfant, tu vois, Ouais, voilà, genre, déjà c'est ça. tu vois. Donc, Et le ouais. crédit enfin, mon principal crédit pourrait se faire rembourser avec la société en question. Donc, j'ai pas non plus de. Non, je foutrais mon épargne de précaution dedans. Et en cas de dernier recours, j'arrive chez mes parents. C'est pas. Tu vois, je suis jeune, donc C'est je l'opportunité d'une pense vie. que. Comme... Ouais, on va en connaître d'autres des opportunités, mais comme on dit, faut pas hésiter à faire des sacrifices des fois. Tu vois. Et si je peux gratter un maximum aujourd'hui, là, à l'année de mes 24 ans, mais bien sûr, en fait. Genre plutôt deux fois qu'une. Et pourtant, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans le podcast, gardez votre épargne de précaution. Mais parce que moi, je serais à l'aise avec ça, chose que peut-être pas grand monde serait à l'aise avec, voilà, avoir plus rien d'épargne de précaution. Moi, je serais à l'aise, je m'en fiche en fait. Non, mais Enfin, tu la pas que je m'en fiche, reconstitues mais après. je la reconstitue après. J'en ferai mon credo, voilà, fixer une épargne de précaution. Et puis l'épargne de précaution, je pense qu'elle sera peut-être plus forcément en euros. Alors justement, ça rejoint mon petit conseil bonus. Et je sais que c'était Sérieux? aussi dans tes conseils bonus, Jean, Oui. acheter du Bitcoin.
Moi, acheter du Bitcoin pour du mieux. j'aurais aimé avoir la orange pill, comme on dit, la pilule orange. J'aurais aimé comprendre et apprécier Bitcoin bien plus tôt. Et quand j'ai commencé à investir en bourse, tu vois, 2022, puis j'aurais tellement aimé profiter du crack, là, l'avoir à 16 000 $. Mais bref, c'est fait, c'est fait. Comme on dit, on a Bitcoin au prix qu'on mérite. Donc, bon, un autre conseil que je me donnerais à moi-même, c'est et un peu d'humilité. Forme-toi, apprends Bitcoin et voilà, tout Et simplement. déjà, en bon axe, avant de commencer à apprendre Bitcoin, vraiment je vous incite à faire pour l'année 2025, regardez des vidéos, regardez des podcasts, enfin regardez ce que vous voulez, lisez ce que vous voulez, mais apprenez ce que c'est le terme d'inflation. Moi, j'ai compris que très tard ce que c'est l'inflation, ce qu'est l'inflation, ce que sont les conséquences de l'inflation. Bon, il y a toute une série, une mini-série sur le podcast qu'on en a fait avec Hugo depuis quelques semaines. Mais si vous voulez pas aller sur les vidéos qu'on a faites, pas de souci. Mais voilà, avant le Bitcoin, intéressez-vous à ce que c'est Ouais, l'inflation et les conséquences de l'inflation. Et je pense que là, déjà, c'est ouais. un excellent départ pour justement une solution possible, mais ça, vous le verrez de vous-même. Je veux vraiment pas vous biaiser là-dessus. Apprenez ce que c'est l'inflation vraiment, et après, vous verrez par vous-même ce que c'est. Enfin, les solutions. Carrément, carrément. Et moi, je vous dirais, ayez au moins 1%, 1 à 10% de votre patrimoine global. C'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, je me dirais à moi-même, et au moins 1 à 10% de ton patrimoine global en Bitcoin, au moins 1%, et puis ensuite, au fur et à mesure que tu comprends la technologie, que tu te formes, que tu apprends le problème et que tu apprends donc la solution, eh bien, rajoute un petit peu de pourcent, peut-être fais le monter à 5%, puis 10%, puis tu vois où ça te mène, comme on dit, stay humble and stack sats, donc rester humble et acheter des sats, donc acheter du Bitcoin concrètement, et surtout être focus 100% Bitcoin et oublier tout le bruit qu'il y a aux alentours avec les cryptos, toutes les shitcoins qu'il y a sur le marché et qui ne servent absolument à rien, si ce n'est à faire de la spéculation, mais qui n'ont aucun fondamentaux. Donc restez focus à 100% sur Bitcoin, sur la partie crypto entre guillemets, et en avoir au minimum 1% dans son portefeuille. Parce que moi, tu vois, par exemple, pour 2025, franchement, sur le Bitcoin, j'ai intention de pas quequer, tu vois, pas faire comme en 2024. Euh, je vais continuer de me former dessus parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, vraiment très nouveau pour moi. Donc j'ai encore besoin de vraiment de me former. Je vous dis, moi, mon guide débutant 2025 pour moi, hein, ma roadmap 2025, c'est de me continuer de me former sur le Bitcoin, de renforcer ma position aussi chaque mois ou même chaque semaine, à voir un peu comment je peux joindre les deux bouts aussi. Après, je suis pas devin. Je suis pas en train de vous dire que le Bitcoin va exploser. Je suis pas en train de vous dire qu'il va chuter. Je suis pas devin. C'est comme pour les actions. Mais après, mon humble avis, c'est que je pense que dans les années à venir, le prix du Bitcoin unitaire va continuer à augmenter. L'adoption va continuer d'être croissante. Les grandes entreprises, les institutions financières qui ont eu une montagne de cash euh, vraiment en stock et forcément ils vont, je pense, commencer à en acheter. On peut prendre l'exemple d'Alphabet, Microsoft, Visa ou même Charles Schwab Il y a des qui en rumeurs, parlent. parce que ça a été refusé donc à l'Assemblée générale de Microsoft. Il y avait une proposition pour que Microsoft mette une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Donc ça a été refusé au vote de l'Assemblée générale. Mais il y a une rumeur comme quoi ça serait également présenté au board de Amazon et que potentiellement le board de Amazon serait un peu plus Light, ouais. Ok. enclin à le faire que le board de Microsoft qui est plus conservateur. Donc on va voir où ça nous mène. Mais moi je pense Mm. que tôt ou tard il y aura une des Mag 7 qui va en acheter au moins Et 1% pour sa trésorerie. forcément, avec un actif qui prend 150% par an, s'il y en a une qui se lance, tout le monde va se lancer. On peut prendre l'exemple de BlackRock qui a commencé à sortir l'IBIT, donc Ouais, d'ailleurs il son sort en ETF 2025 iShares. en France apparemment le TF iBit. Voilà.
Donc forcément, il faut qu'il y en ait un qui se lance et les autres suivront. Mais voilà, ils ont tellement d'argent de côté, ils vont chercher un actif qui va servir de réserve de valeur ou de pur investissement. Ça dépend. Du côté des particuliers, les plateformes, elles sont toujours de plus en plus simples d'utilisation. Coinbase, Strike, etc. Au bout d'un moment, même un code, enfin, tout le monde peut l'utiliser. Ou même des produits ultra simples juste pour la spéculation ou quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Mais tu vois, les ETF, euh, les ETF vont faire que renforcer l'adoption du Bitcoin parce que c'est trop simple en fait. T'appuies juste sur un buy et t'en as en portefeuille. C'est ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'en 2024, bon, bah, on a laissé passer quand même quelques trucs entre l'adoption en janvier par la SEC des ETF spot Bitcoin, le halving en avril, donc le halving, ça réduit la moitié les récompenses des mineurs. Donc forcément, ça fait que l'offre de Bitcoin se raréfie, donc que sa valeur augmente. On a également loupé quoi? Bah, que les géants financiers ont acheté du Bitcoin à leur tour. Fidelity, Morgan Stanley, JP Morgan et entre autres MicroStrategy. Euh, L'utilisation est toujours de plus en plus importante, surtout dans les pays en galère, suite à des crises économiques, donc l'hyperinflation en Argentine, au Zimbabwe, des guerres en Ukraine, ou même le Salvador carrément qui accepte et reconnaît le Bitcoin comme monnaie. Et tout ça, je pense qu'en 2025, 2026, 2027, ça va continuer à être adopté au fur et à mesure parce que forcément, il y aura toujours des pays en galère, il y aura toujours des pays qui essaieront de trouver des solutions alternatives à leur monnaie et le Bitcoin pourrait au subjonctif en faire partie. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Et forcément, bah, même les spéculateurs, hein, parce que oui, bah, moi aussi j'en fais partie. Enfin, c'est pas un terme forcément péjoratif, mais quand on a investi en bourse, le but c'est de gagner, c'est pas de perdre. Donc, on peut y voir un intérêt parce que forcément, le Bitcoin, depuis le 1er janvier, il a fait 140%. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, si j'en avais acheté le 1er janvier, bah, ça m'aurait donné un petit coup de pouce sur mon portefeuille, même avec Trump, etc. Voilà, l'ascension du Bitcoin suite à son pas intronisation, mais à son élection, enfin, comme qu'il a remporté l'élection américaine, voilà, ça peut être des bons axes de réflexion pour l'année Tout à 2025, mais fait. ça vraiment, c'était le conseil bonus en tout cas de Hugo et moi-même. Exactement. Bah écoute, on a réussi à tenir sous les 1 heure pour une fois. C'est rare. Un Ah ouais? podcast qui ne dure pas 2 heures sur le, sur le CAF rentable. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quels sont les conseils que vous auriez aimé vous dire à vous-même, du coup, quand vous avez commencé l'investissement. Et ce serait intéressant d'ailleurs, dites-nous également si vous auriez, enfin si vous aimez pardon les formats de 2 heures ou plutôt les formats de 1 heure sur le CAF rentable. Est-ce que vous préférez quand c'est long, quand c'est plutôt moyen, quand c'est court, je sais pas, peut-être les formats de 30 minutes. Toujours intéressant d'avoir votre avis. Et sur ce, bah nous on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc on espère que le podcast vous a plu et que vous avez appris encore quelque chose avec nous aujourd'hui. Bah, en tout cas, oui, comme tu as dit Hugo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça nous aide énormément et à savoir en fait ce que vous aimez et ce que bah, nous, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en 2025 en nouveau contenu? Parce que nous aussi, c'est une nouvelle année. On arrive Tout de à plus en fait. plus proche au 1 an de la chaîne Le CAF Rentable, au 1 an du podcast. Donc voilà, l'anniversaire arrivera, on l'avait lancé quand? En mai ou en juin? Mai? C'est en mai, Je crois je que crois qu'on a lancé le c'était podcast en mai, ouais. en mai, C'était en ouais. mai. Ouais, ouais. Donc voilà, on arrive. En tout cas, on commence une nouvelle année avec le CAF Rentable, donc c'est vraiment génial. Alors avant de partir, un petit rappel, hein, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver en tapant le CAF Rentable sur toutes les plateformes de podcast ou encore YouTube et Instagram, hein. Pour YouTube, vous avez la vidéo, c'est toujours ça en plus. Si le podcast d'aujourd'hui vous a plu, alors n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, un petit like et de nous partager votre avis. Ça nous aide et ça compte pour nous. Et par la même occasion, bah, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, donc J'invest, IQ Invest et IQ Bitcoin, pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Tout à fait. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Même si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas de lâcher un petit abonnement sur la chaîne YouTube. C'est très important.
Donc merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se donne rendez-vous donc tous les lundis matin à 8h. Pour cette nouvelle année 2025, il n'y aura pas un seul lundi de raté. On n'a pas raté un seul lundi depuis le début du podcast, depuis le lancement du podcast et ça va continuer. On tiendra cette promesse qu'on s'est fait à nous-mêmes de ne rater aucun lundi. Et voilà. C'est clair. Merci à tous, en tout cas, à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, salut à tous. Ciao.